La filière Travail social de la HESSO Valais-Vallis présente Quelle place pour le graffiti en Valais? Il y a quand même un moment où vous allez manquer de murs. Et puis de commencer à aller repeindre les montagnes, c'est vraiment une bonne idée. On pourrait même imaginer ça, remarquez. Il y a certains endroits où vous avez des grosses surfaces relativement planes sur des rochers. Ça pourrait être même intéressant, un trompe-l'œil. Vous imaginez une montagne, une sorte de trompe-l'œil qui crée un pont, un tunnel. Ça peut être quelque chose qui peut être attrayant et pourrait même être un attrait touristique certain. Une enquête proposée par Xenia Bétrizet, Andy Texera, Johan Butet, Madeleine Bagnou et présentée par Quentin Fumeau. Bonjour, dans notre générique, vous avez entendu la voix d'Oscar Freisinger avec qui nous nous sommes amusés à imaginer le futur des graffitis en Valais. Mais pour envisager le futur, il faut comprendre le passé. Le graffiti, il existe depuis plus de 2000 ans. On en retrouve des traces significatives sur les murs de Pompéi, témoignages écrits, non littéraires des préoccupations des hommes qui peuplaient la cité. Le graffiti urbain se développe souvent dans des contextes de tensions politiques. Le mur de Berlin en était un parfait exemple. Ce n'est que vers la fin des années 60 qu'une partie des graffitis ont pris une dimension esthétique. En quelques années, les tags sont devenus de véritables typographies, leurs auteurs ayant à cœur d'être connus à travers leur style. Le métro de New York fut l'un des principaux théâtres de cette course à la célébrité. Très rapidement, les styles se sont standardisés et les pratiques se sont cristallisées. Le graffiti est également un des éléments importants de l'émergence de la culture hip-hop. À la fin des années 70, le graffiti commence à être sévèrement réprimé dans le métro new-yorkais. Naturellement, il va se déplacer sur les murs des quartiers ainsi que dans d'autres grandes villes européennes, telles que Paris, Londres, Berlin et j'en passe. Mais c'est en 1986 que le graffiti new-yorkais et sa culture hip-hop prennent définitivement le pas à Paris. C'est avec l'évolution rapide du graffiti que l'on voit émerger dans les années 2000 la nouvelle génération. Le lettrage plus carré et l'évolution des technologies de spray permet de peindre plus vite avec de nouvelles couleurs et de nouveaux effets. Le graffiti, qu'en est-il aujourd'hui, et particulièrement dans notre canton? Bienvenue sur la radio de la HES. C'est chez nous, je kiffe. Vas-y, on se tire là. On se tire. Qu'est-ce qui te motive à courir un risque devant la loi? J'y pense pas forcément à ce risque quand je le fais. C'est sur le coup, il y a quand même une certaine adrénaline qu'à chaque fois qu'on le fait, on a envie de le recommencer parce que c'était une bonne sensation. Mais je pense pas à ce côté de la loi que je pourrais avoir des problèmes. Toi, tu as l'impression d'être en infraction quand tu peins de manière vandale? Oui, j'en suis conscient. Mais après, pour moi, ce que je fais, c'est pas forcément une infraction parce que c'est quelque chose qu'on essaye de rendre plus agréable à regarder, plus joli. On essaye d'apporter un côté positif à ce qu'on fait. C'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver un accord avec la ville ou un privé qui est d'accord de mettre à disposition son mur pour le faire. Du coup, je me retourne vers ce côté vandale où il y a quand même ce côté avec l'adrénaline en plus, on prend des risques, c'est la nuit que j'aime bien. À l'instant, c'était Calypso, un jeune qui vit actuellement à Sion où il est en apprentissage. Il y a 3 ans, il découvrait le graffiti avec un ami et très vite, ce qui semblait au départ n'être qu'un jeu s'est transformé en une véritable passion. Et ils sont nombreux les jeunes qui ont un jour tagué un mur, à l'image de Demes qui s'y est mis il y a 20 ans. Pour lui, la passion ne semble plus s'arrêter. Qu'est-ce qui le motive encore aujourd'hui ? C'est d'être vu, quoi. Enfin, moi particulièrement, j'aimais bien le long de la voie ferrée qu'on voit mon nom. Puis je trouvais ça beau, on est assis dans le train et on voit défiler les murs comme à la télé, quoi. Et puis donc ces endroits-là, c'est difficile d'avoir une autorisation. C'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a aussi le côté graffiti comme une aventure dans la ville, dans l'espace suburbain ou entre les villes, mais c'est comme une aventure avec le monde extérieur, voilà, une aventure moderne. Et puis il y a l'adrénaline qui va avec, mais c'est pas la raison première, c'est on voit un mur et puis on imagine y peindre et l'effet que donnera la pièce. Voilà. Est-ce que tu as eu des problèmes judiciaires à cause de cette pratique? Oui, alors quand je pratiquais ça illégalement, mineur une fois, on avait eu, étant mineur, enfin pour tous nos premiers graffés sous le nom ADP, on s'était fait attraper. Puis une petite amende à Zurich, un peu plus tard quand j'avais 20 ans. Puis après, dans le cadre d'une enquête à Sion, et puis suite à plusieurs dénonciations d'autres taggers qui avaient été attrapés, là j'avais eu des ennuis plus importants. Quand tu dis des ennuis, ça m'intéresse. Quand j'étais mineur, ça a résulté sur plein de travaux d'intérêt généraux. On avait travaillé pour les CFF aussi 2 semaines.
On a dû aussi nettoyer des carreaux. Il y a même un type qui nous avait demandé d'aller lui couper 3 cases de bois et il voulait pas qu'on efface le graphe parce qu'il trouvait ça sympa. En évoquant les CFF, Demes nous rappelle que bien souvent les graffitis colorent les murs qui longent des voies et parfois même les wagons. Pour Jean-Philippe Schmitt, porte-parole des CFF, c'est un problème récurrent. Oui, comme beaucoup d'autres transports, nous sommes victimes de graffitis. J'ai pas un nombre de graffitis, mais on sait que c'est quelque chose qui coûte, si on prend rien que le matériel roulant, c'est quelque chose qui coûte en frais de nettoyage, parce qu'évidemment on va les enlever ces graffitis, ça coûte environ 6,6 millions de francs par année. Et puis c'est une somme qui se répercute en fin de compte sur le prix du billet du train. Même si les CFF font peindre leurs wagons d'une peinture spéciale, anti-graffiti, facile à nettoyer, il ne suffit pas de guérir, mieux vaut prévenir. C'est la raison pour laquelle régulièrement, ils partent à la rencontre des enfants et des adolescents. On a un train qui s'appelle le train école, qui est un train qui fait des tournées dans l'ensemble de la Suisse. On a un bout de wagon qui est complètement vandalisé. On invite les élèves à venir s'asseoir dans le prochain wagon et en fait ils ne savent pas où s'asseoir parce qu'il y a des déchets partout, des graffitis, etc. On les met un petit peu en situation, on discute un petit peu avec eux. Donc on a une prévention qui se fait à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a par hasard des wagons qui sont libres, justement exprès pour laisser... Non, il y a beaucoup d'années, je crois que le métro de New York avait fait ça il y a très très longtemps parce qu'ils avaient essayé de canaliser ce phénomène au début où il était extrêmement fort et encore plus émergent et beaucoup plus important que maintenant. Mais non, parce que on n'a d'abord pas de vieux wagons qu'on pourrait mettre à disposition. On a vraiment un matériel roulant qu'on exploite de plus en plus. Pour ce qui est des wagons destinés à transporter des personnes, les choses sont très claires. Mais comment se fait-il que les wagons marchandises soient, eux, souvent couverts de tags ? Parce qu'on a plusieurs wagons marchandises qui ne sont pas forcément au CFF, qui ne sont pas à nous, donc ce n'est pas nous qui allons forcément aller enlever ces graffitis. On a des wagons qui viennent de toute l'Europe aussi, qu'on transporte en Suisse, qui repartent ailleurs et tout. Donc forcément qu'il y a peut-être un petit peu plus de trains qui circuleront avec des graffitis. C'est vrai que l'enjeu là est moins grand parce qu'on n'est pas en train d'être transportés, nous, passagers, avec ces trains-là. Oui, néanmoins, vous apportez ce grand wagon chez un client et c'est la même chose que si vous aviez un camion qui arrivait chez un client avec tout graffité. Le client ne serait pas non plus sûr que sa marchandise serait vraiment confiée à quelqu'un qui le traite avec sérieux aussi. À l'heure de quitter Jean-Philippe Schmitt, nous gardons en mémoire le chiffre de 6,6 millions de francs dépensés chaque année afin de nettoyer les graffitis. Alors, faut-il plus de répression ou est-ce un problème d'éducation et de prévention ? Nous nous sommes rendus dans le bureau de Jean-Marie Bornet, porte-parole de la police cantonale. Un bon policier, pour moi, c'est quelqu'un qui doit d'abord avoir une approche éducative. Notre métier, c'est surtout l'aspect répressif, on est d'accord, puisqu'il y a tout un réseau socio-éducatif en amont, mais qui est à améliorer. Mais ça signifie que pour nous, notre mission, c'est d'éviter que des infractions soient commises. Donc l'éducation et la prévention jouent un très très grand rôle. Au niveau de la police, on a créé les cours droits et devoirs et on intervient en milieu scolaire. Et puis une des interventions qu'on fait régulièrement, ce sont les dommages à la propriété, dont les graffitis. Et on part de cas concrets, d'ailleurs on parle de ce cas où le jeune a dû... il n'a pas dû payer 120 à 150 000 francs. C'était surtout par rapport aux collectivités publiques. Mais ce qu'il a fait, et je trouve très bien, c'est qu'il s'est mis à disposition pour aller sensibiliser les jeunes, pour les dissuader de faire des graffitis, quoi, en parlant des conséquences, etc. etc. C'est clair que le jeune qui débute sa carrière, sa vie privée comme adulte, et puis s'il a 150 boules dans le chariot derrière lui, on leur dit vous n'allez pas vous acheter une bagnole. Vous ne pourrez pas vous acheter un appartement, vous mettrez du temps à rembourser tout ça, quoi. Donc, et puis on a remarqué, que ce soit là ou bien dans des dossiers liés à la circulation routière, c'est que quand on parle de l'argent, les jeunes sont quand même assez conscients, quoi. Donc éducation, oui, pour nous c'est capital. Prévention, la même chose. Donc la prévention, ça peut être dans la police de proximité, dans la sensibilisation, ça peut être... des campagnes via les médias. De plus en plus, on travaille avec les réseaux sociaux parce que voilà, les jeunes sont là. On peut aller sur Instagram, etc. On peut aller sur Facebook. Enfin, il faut essayer de trouver les Snapchat, etc. Je crois que ça s'appelle comme ça. Puis, on peut essayer de bosser comme ça pour sensibiliser les jeunes et leur faire passer des messages. Mais cette frontière entre prévention et répression ne tient parfois qu'à un jour. On retrouve Jean-Marie Bornet.
On arrive à 18 ans moins un jour, on a une mesure comme ça, et puis à 18 ans plus un jour, on passe dans la sanction sévère et stricte. Je trouve que là aussi, que ce soit la justice ou bien le politique, on va se remettre un peu en question, parce que le but de la répression, c'est pas la sanction en soi, c'est le fait de ramener sur le bon chemin, le droit chemin entre guillemets, la personne, et puis d'éviter de nouvelles déviances, et puis le fait de vivre ensemble et dans le respect en société. Nous aussi, peut-être une précision aussi par rapport à la répression. Enfin, on a des spécialistes des enquêtes graffiti et tag. Et puis à chaque fois qu'on constate, pour expliquer brièvement, la présence de tels graffiti et tags, ben on les photographie, on a un classeur, on fait les liens entre tout ça. Et puis à un moment donné, ben on va peut-être interpeller le gars. Et puis en voyant sa signature, ben on remonte tout son petit parcours. Et puis on arrive à le tracer un peu comme une trace ADN qui aurait été laissée partout, quoi. Mais donc on est en contact avec eux, mais c'est principalement aux municipalités de faire les efforts. Et puis Sion, chapeau, parce qu'ils font du bon boulot, ils ont compris le problème, et ils prennent les mesures, et puis après ils se donnent les moyens d'agir. Les municipalités, parlons-en. Pour Marcel Morer, président de la ville de Sion, le souci du graffiti ne date pas d'hier. La ville de Sion, elle a pas mal travaillé ce sujet depuis assez longtemps. Donc elle a préparé des espaces, elle a même fait des compétitions sur les murs de la piscine. Donc on a donné l'occasion à tous ceux qui graffent ou qui taguent, on leur a donné l'occasion de s'exprimer. Ce qui m'intéresse, c'est que si ils représentent une façon de s'exprimer avec talent, avec conviction, avec motivation, ça me paraît intéressant de laisser cette forme d'expression se faire. On a aussi des palissades de chantier, on a des bâtiments qui sont désaffectés. Il y a des possibilités de s'exprimer. Si on peut coordonner un peu les choses, si ça ne vient pas désagréger ou salir, ça vient carrément, disons, enlever de la qualité, par exemple à notre vieille ville. Hein. Prendre l'exemple de l'hôtel de ville qui est blanc, il n'a jamais été tagué. Peut-être qu'il y a un certain respect. Puis je pense qu'on a créé une certaine culture en gardant le contact avec tous ces gens qui sont quand même organisés. Donc je dirais... on a fait un joli bout de chemin déjà, y compris sur le lieu des musiques actuelles. Hein. Si vous allez au lieu des musiques actuelles qu'on vient d'ouvrir il y a un peu plus d'une année maintenant, le bâtiment, il a été mis à disposition pour être, entre guillemets, tagué de façon définitive comme image du bâtiment. Donc voilà un peu comment la ville de Sion se comporte vis-à-vis de cet art qu'on pourrait qualifier d'art. À entendre Marcel Morer, on pourrait croire que le graffiti n'a jamais été un problème. Quand c'est un problème, il faut le résoudre. Pour le résoudre, il faut l'affronter puis chercher des solutions. Puis quand on a trouvé des solutions, c'est plus un problème. Donc il faut s'en occuper. Et je pense qu'à la ville, on est attentif toujours, pas que dans ce domaine-là. Quand on voit que quelque chose met en difficulté l'impression qu'ont les gens de leur ville, on doit s'en occuper. Pour vous, une des grandes difficultés, ce serait quoi ? Alors la difficulté, elle est toujours chez l'être humain et dans la relation entre les êtres humains, jamais dans les problèmes eux-mêmes. Toujours, je peux vous donner 1000 exemples. Après 8 ans à l'hôtel de ville, je peux vous dire que mon travail, c'est d'avoir des idées, de proposer des projets à mes collègues, de prendre des décisions, de bien gérer les finances. Mais à la fin du compte, ce qui permet des fois à la ville, et puis peut-être au président de la ville, d'avancer, c'est d'être capable de mettre autour de la table les gens qui ne se parlent pas, d'essayer de comprendre chacun d'entre eux, et puis d'essayer de trouver ensemble des chemins. On n'y arrive pas toujours, hein. Il y a des échecs fumant, mais c'est la vie. Mais au moins, on a tenté de le faire, quoi. Donc, ouais, je dirais ça, moi. Mais une ville sans graffiti, est-ce imaginable ? Nous retrouvons Démès, notre graffeur chevronné. Mais le graffiti, ça a un côté presque biologique, ça fait tellement partie des villes maintenant. C'est comme les mauvaises herbes qui s'immiscent dans les craquelures au pied d'un trottoir. C'est biologique. Et puis justement, j'aime bien cette comparaison biologique. Je trouve que le style de chaque artiste, c'est quelque chose d'indescriptible. Parce que c'est de la lettre, c'est dur à décrire, mais on le sent. C'est comme génétique, voilà. Si tu devais transmettre une seule chose à propos du graffiti, ça serait quoi ? Ouvrez les yeux sur ce qui vous entoure. Voilà. Ouvrir son regard. Apprendre à apprécier ses œuvres interdites, est-ce possible ? En repensant au témoignage du porte-parole des CFF, serions-nous capables de monter dans un avion complètement tagué ? Oui, force est de constater que trop souvent le graffiti fait peur. Alors, est-il un ingrédient au sentiment d'insécurité que certains estiment grandissant ? On en parle avec le conseiller d'État en charge de l'éducation et de la sécurité, Oscar Freisinger. Il n'y a qu'à voir. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les quartiers, disons, socialement défavorisés,
Si je prends par exemple la France, vous avez ce phénomène de banlieue. Donc vous avez une substance architecturale déjà un peu décrépite, et c'est souvent accompagné d'une profusion de graffitis. Parce que c'est, je pense, un moyen d'expression de révolte dans un milieu urbain déjà défavorisé, avec une situation sociale qui périclite. Et donc les gens, quelque part, s'expriment à travers ça. Donc je pense qu'il y a un lien entre une situation, disons, qui se dégrade et une psychologie qui est en difficulté, qui est liée, et le graffiti. Dans ce cas-là, et plus la substance construite, elle est décrépite, plus il y a de graffiti. Et c'est pas justement des graffitis soignés, on est d'accord, là on est dans le graffiti complètement sauvage, c'est du action painting, mais dans le sens vraiment négatif, quoi. Mais qu'on peut comprendre, je veux dire, on peut avoir une compréhension pour ça, dans le sens où il vaut encore mieux que les types ils se prennent des murs qu'ils se tapent sur la gueule, mais souvent c'est lié. C'est dans ces milieux où on utilise la violence urbaine que là aussi on a tendance à avoir plus de graffitis. C'est aussi une révolte contre les institutions. Je pense que certains endroits ça sera contre peut-être des bâtiments officiels, puisqu'on se sent abandonné par la société et lâché par les politiques. Donc on va essayer de se venger sur les institutions à travers les pots de peinture, quoi. J'imagine. Il doit y avoir un phénomène de ce type-là. Ce que le rap il fait au niveau verbal et partiellement musical, là vous l'avez à travers le graffiti, quoi. On reste sérieux dans nos affaires, dans la façon dont on parle à nos frères. Chaque CD gravé est une part de vérité, je peux pas couiller aujourd'hui, trop de gens sont concernés. On reste sérieux quand on parle à notre public, continue de la drogue à MC. Chacun de nous est magique, personne m'impressionne, mais chacun de nous est unique. Combien le réalise et combien meurt trop vite, je répète, on reste sérieux dans nos affaires, dans la façon dont on parle à nos frères. Chaque CD gravé est une part de vérité, je peux pas couiller aujourd'hui, trop de gens sont concernés. On reste sérieux quand on parle à notre public, continue de la drogue à MC. Chacun de nous est magique, personne m'impressionne, mais chacun de nous est unique. Combien le réalise et combien meurt trop vite. Si le graffiti est souvent utilisé comme outil de révolte, certains graffeurs ont tenu à le vivre autrement. Nous retrouvons Demes qui nous partage l'expérience du Collectif 21. Alors le Collectif 21, c'est pas un groupe de gens qui se voient souvent. Collectif 21, c'est un moment, la personne Issam Rezghi, qui habite à Lausanne maintenant et puis qui fait du graffiti aussi depuis pas mal d'années, qui a créé cette association dans le but d'obtenir des murs autorisés à Sion. Ça l'a beaucoup occupé, puis on l'a aidé au moment où l'association se montait. Il y a eu une première jam qui a eu lieu à la piscine découverte à Sion. Donc il y a eu des Allemands, des Français qui sont venus, des Genevois. Et après, on a eu tous ces murs autorisés. Au-delà de ça, j'écris jamais sur mes graffitis Collectif 21. C'est juste, en gros, c'était quelque chose pour avoir des murs de la ville de Sion. Avoir un statut officiel, quoi. Mais c'est pas un crew, un groupe ou quoi que ce soit. Donc du coup, vous avez obtenu des mandats via le Collectif 21 ? Pas des mandats, des murs autorisés à Sion qu'on peut aller peindre, ce qu'on appelle dans le graffiti des Hall of Fame. Après certains murs, il faut être porteur d'une autorisation écrite spéciale. Et puis après, il y a des murs qu'on peint que chaque tremblement de terre. Par exemple, la piscine découverte à Sion, c'est des murs qu'on va peindre que dans le cas d'événements comme ça. Et puis après, il y a les murs libres à tous, comme le cours Roger Bonvin à Sion. Mais du coup, moi, des fois, je voyais, dans le sous-bois, par exemple, qui est à Versailles-Guérin, il y avait un graphe, et ensuite il y avait un graphe par-dessus, et ça changeait. Non, c'est le propre d'un Hall of Fame. Un Hall of Fame, c'est vraiment un endroit où les gens vont pouvoir aller peindre, et puis les graffitis sont repassés, quoi. C'est un endroit qui vit, les peintures, elles tournent. Et puis après, la question suivante, c'est, je pense, qui décide quelle peinture va être recouverte ou pas. C'est démocratique, mais c'est à chacun de juger. Mais c'est clair qu'il faut avoir un peu de jugeote. Puis les gens qui vont peindre là-bas ont normalement de la jugeote et se disent « Ah voilà, cette personne-là, elle a fait un magnifique graffiti, je ne vais pas repasser celui-là, je vais repasser un autre. » C'est un principe. Le graffiti, devenu une œuvre d'art urbaine que l'on tolère, que l'on accepte et que l'on apprécie, particulièrement lorsqu'elle est autorisée, que pense Oscar Freisinger du fait que, comme l'a dit Marcel Maurer tout à l'heure, les villes mettent des murs à disposition des graffeurs ? Bon, moi là, ça, je pense que c'est intelligent, disons, comme démarche, de récupérer la composante créatrice ou créative du graffiti en lui donnant un cadre. Parce que je crois que la différence entre la barbarie et la civilisation, elle est uniquement à rechercher dans le cadre. Je veux dire, la sexualité, c'est la sexualité. Et après, j'ai juste de savoir, est-ce qu'on lui donne un cadre ou pas. Donc si je viole la première femme que je rencontre dans le premier buisson, il n'y a pas de cadre. Et puis si on lui donne un cadre, ça peut être le mariage par exemple, à donner un cadre socialement acceptable à la sexualité. Donc voilà, alors après c'est juste de savoir est-ce que le cadre est plus ou moins restrictif, mais je crois que tout ce qui nous différencie des animaux, c'est cette capacité de donner un cadre à nos pulsions animales. Et je crois que si on applique ça au graffiti, vous avez le graffiti sauvage qui part n'importe où, n'importe comment, et qui finalement détruit, oui, enlaidit les choses.
Puis vous avez le graffiti que vous essayez de canaliser et qui peut à ce moment-là être un enrichissement. Donc ici, c'est clair, on donne un cadre, comme un tableau, un cadre. Donc ici aussi, on lui dit, ok, vas-y, tu peux t'exprimer, utilise cette créativité, mais s'il te plaît, fais-le ici. Mais je pense que d'un côté, alors là, on n'a plus la composante que j'énonçais avant, de révolte et de cri de détresse face à la société. Dès le moment où on lui donne un cadre, ça n'intéresse plus personne. Vous avez le risque d'avoir des murs qui restent vides. Et comment trouver l'équilibre? C'est là justement l'art de notre société d'essayer de trouver des consensus, quoi. Mais c'est difficile. Oui, le compromis supprime l'interdit. Mais sans interdit, le graffiti conserve-t-il son sens? Pour Calypso, notre jeune graffeur, le graffiti n'a pas encore dit son dernier mot. Non, au contraire, je pense justement qu'il est en plein essor. Il est beaucoup plus médiatisé qu'avant. C'est vrai que les sanctions sont très lourdes maintenant, mais il y a de plus en plus aussi un côté légal, des gens qui vont en galerie. Je pense que ça, le grand public peut le voir et se rend compte que c'est pas nécessairement du vandalisme. Donc je pense pas que ça va disparaître, mais que ça risque de perdurer. Donc le rôle d'une ville, c'est de créer un cadre favorable, de mettre de la vie dans les espaces, et puis de donner envie aux gens d'aller dans ces espaces-là, quoi. Après, ce qui est bien, c'est si on peut faire un projet qui attire autant les jeunes que les aînés. Vivre ensemble, rassemblés entre les murs, ces murs qui pour certains d'entre eux deviendront des œuvres d'art. Pour Jean-Marie Bornet, de la police cantonale, cette idée est très positive. Et là, il y a une explication, elle est claire, elle est certaine, quoi. Donc, ces zones-là ont eu pour effet de diminuer les graffitis sauvages. Maintenant, restent toujours les graffitis ou les tags, des trucs sans queue ni tête. Ça, on en verra toujours. Mais cette décision a permis de canaliser les vrais, les puristes, je dirais. Et puis ces puristes, après, ben voilà, en même temps, c'est bien parce que ça participe de leur épanouissement. Et voilà, moi je trouve cool, quoi. Tant qu'après le graffiti se fait dans le respect et qu'il est purement artistique, moi je trouve bon art. Et vous? Que pensez-vous du graffiti en général? Les appréciez-vous ou au contraire les trouvez-vous horriblement laids? Faut-il le canaliser ou lui laisser sa part d'interdit? Quelles seraient vos idées pour embellir nos villes? Votre avis nous intéresse. Écrivez-nous sur radio@hvs.ch. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Retrouvez l'ensemble de nos émissions sur le site www.hvs.ch.